Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film islandais sorti ce mercredi en salle chez nous en France, intitulé Touch, nos étreintes passées, petit rajout pour la version française. En version originale ça donne Snerting et c'est réalisé par Balthazar Kormákur, dont je découvre ici le travail, lui qui est passé par Hollywood, enfin aux États-Unis, et là il revient dans son pays pour adapter un roman écrit par Olaf Olafsson, dans lequel nous retrouvons des acteurs islandais et japonais, parce qu'il y a plusieurs cultures qui cohabitent ici. Le rôle principal de Christopher, âgé, est tenu par Egil Olafsson, tandis que sa version jeune est interprétée par Palmi Kormákur, qui est peut-être de la même famille que le réalisateur d'ailleurs. Tandis que la jeune Miko, qui est japonaise, est jouée par l'actrice populaire dans son pays, Koki. Nous avons aussi Masahiro Motoki, qui a joué chez Takashi Miike par exemple, et qui joue le père de Miko. Citons aussi la présence de Masatoshi Nakamura ou Yoko Narahashi. Peut-être des noms qui vous disent quelque chose. Et nous sommes ici en présence d'un film qui va beaucoup réfléchir sur son passé, avec un homme qui est sur la fin de sa vie, qui est islandais, il s'appelle Christopher, il a 73 ans, on sent qu'il est malade, voilà, c'est plus ou moins évoqué dès le début, et arrivé à un point de sa vie particulier, on sent qu'il est veuf, il est plus trop en contact avec sa fille, qui n'est pas vraiment sa fille d'ailleurs, mais bon, sa fille de cœur, on va dire, puisque son épouse l'a eu donc d'un autre couple. Bref, il ouvre la boîte à souvenirs, Christopher, et il se rappelle de ce qu'il a fait plus jeune, notamment à Londres, où il est allé travailler, il était étudiant assez de gauche, engagé, et il a bossé dans un restaurant japonais, où il a rencontré Miko, la fille du propriétaire, et de fil en aiguille, une relation intime s'est nouée entre les deux. Bon, ça c'est un point de départ. C'est assez compliqué parce que le film se déroule au tout début de la pandémie Covid, donc on l'entend à la radio, à la télé. On demande aux Islandais de regagner leur île parce que le confinement arrive, et bien Christopher, lui, va faire le chemin inverse, le mouvement contraire, déjà en revenant vers son passé, mais lui va partir à Londres pour récupérer donc, on va dire, la trace de Miko, qui on l'apprend est parti avec son père de façon brutale, mais il revient déjà pour se remémorer certaines choses, et de fil en aiguille, il va aussi partir au Japon, voir si Miko est toujours là-bas. Et c'est pas facile, surtout au Japon, mais pas de confinement encore. Les masques apparaissent, tandis que Christopher va tomber les masques, justement, de cette mémoire qui pourrait vaciller, justement. On comprend qu'il a une maladie qui va peut-être l'affecter physiquement, mais aussi psychologiquement. Bref, arrivé au bout, il fait le point, il n'a plus rien à perdre, donc il tente le tout pour le tout. Ça, on comprend très vite l'idée. Et le film s'ouvre ainsi, sur la route. On voit aussi qu'il participe à une chorale, beaucoup d'importance autour des chansons, de l'art en général, de toute façon, même culinaire, dans un film qui est très touchant. Et j'ai presque envie de dire trop touchant, du moins il force un peu trop sur la corde sensible. C'est presque dommage parce que le sujet est remarquable, la réalisation est soignée, il y a beaucoup de moments où on va être ému, touché par ce qui se passe, touch, notamment vers la fin, mais justement arrivé à cette conclusion, on sent que ça veut trop forcer et trop surligner ce qui n'était pas obligatoire. Je reviendrai sur ce point rapidement quand même en zone spoiler, mais moi ce que j'apprécie surtout c'est le va-et-vient qui est temporel dans un film de quête, de recherche, un petit peu à la Vertigo si vous voulez. Moi j'ai pensé à cela, avec évidemment prolongement vers la jetée. Alors il n'y a pas de voyage temporel en tant que tel, mais quand même par la mémoire et grâce au cinéma on est dans cette idée. C'est assez nostalgique forcément, donc on se met à la place de ce vieil homme arrivé au bout, il veut retrouver quelque chose, même si c'est pas possible. On sent que c'est une quête improbable parce que déjà sa jeunesse elle est passée. Alors nous on la voit, c'est ça aussi la force du 7e art. On reproduit ces scènes donc des années 70, de contestation, de rencontres multiculturelles. C'est un film qui croise plusieurs origines, islandaises bien sûr, britanniques sur place avec aussi quelques préjugés et a priori, notamment envers la culture asiatique. Enfin, ce sont ses potes étudiants, eux aussi scandinaves, qui par moments sont pas très sympathiques. Et après, évidemment, le Japon déjà au Royaume-Uni, et le Japon et ses souvenirs aussi, parce que sans en dire plus pour l'instant, on a dans, on va dire, la diégèse de ce film, le souvenir dans le souvenir. Parce que, évidemment, Christopher se souvient de sa jeunesse, mais Miko et sa famille se souviennent de pourquoi ils sont partis du Japon. Voilà.
Et donc on a un magnifique travail de connexion, j'aime beaucoup ça, hein. Dans l'art ça passe super bien, globalement, des scènes qui sont prenantes et qui prennent leur temps aussi de discussion, de réflexion, même si parfois c'est trop bavard et justement surtout vers la fin, on a un vrai travail soigné et lissé avec une magnifique photographie aussi, surtout celle des années 70 en tant que telle. J'ai pas le nom du chef-op sous les yeux là malheureusement, mais on peut quand même saluer son travail. Et puis évidemment les moments d'errance et de solitude de ce vieil homme qui va tenter quelque chose. Et c'est vraiment l'improbabilité du truc déjà de retrouver potentiellement Miko, on n'y croit pas trop et tout, mais bon, hein, je vous dirai dans la zone spoiler si c'est finalement le cas. Et cette idée d'aller aussi à contre-courant complètement, comme il l'a été plus jeune, hein, un peu rebelle, de ce confinement à venir, même qui va rester dans cet hôtel à Londres jusqu'à sa fermeture. On sent que le réceptionniste, il en a un peu ras-le-bol, mais au moins il le soutient dans sa recherche aussi. Donc une quête autour aussi de la poésie, tiens, puisqu'on parle de haïku. L'art culinaire, oui, par rapport aux poissons. On apprend beaucoup de choses et le moment choral du début, on va bien sûr entendre Christopher chanter, un peu donc sur le départ et sur la fin. Il y a aussi l'un des cuisiniers qui est chanteur d'opéra, c'est très amusant tout cela. Donc on rassemble tout ceci pour faire des tranches de vie et pour rappeler que l'on a vécu certes, mais qu'on peut encore revivre certaines choses par le souvenir et peut-être aussi par le réel. Et c'est là que j'entre directement, hein, je ne vais pas attendre, dans une zone spoiler où je suis partagé. Bon, déjà, il part au Japon. Il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est intéressant de le voir d'ailleurs parler japonais, parce qu'il a appris aux côtés de Miko et de ce propriétaire et donc du travail dans lequel il était, enfin, au restaurant japonais à Londres, quoi. Bon. Et surtout, donc, on a appris sur place, ça c'est un premier élément, que la famille de Miko, les Takahashi, sont des survivants d'Hiroshima. Et c'est pour ça qu'ils sont partis. Donc on a le souvenir dans le souvenir. À un moment d'ailleurs, Christopher questionne cela en regardant un documentaire reportage de l'époque. Il apprend, il comprend. Ça c'est passionnant aussi. C'est quelqu'un qui s'ouvre à une culture. Bon, il connaissait évidemment les événements de la Seconde Guerre mondiale et tout, mais là vraiment il s'y intéresse parce qu'il est amoureux de Miko. Bon, c'est toujours aussi l'occasion de s'ouvrir autrement. Pas uniquement que par l'amour, mais du coup par ce qu'a pu vivre votre âme sœur. Mais le problème donc, c'est qu'on apprend que dans ce passé-là, la famille de Miko est partie du jour au lendemain, le restaurant est fermé et Christopher n'a jamais su pourquoi. Et a posteriori, il a compris. C'est donc pour cela qu'à la fin, il retrouve Miko. Alors c'est un peu une finalité facile, j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas et celle-ci lui raconte pourquoi. Parce que une fois qu'elle pouvait donc enfanter, procréer, le père de Miko lui a demandé non. Enfin, lui a dit non, il faut pas. Voilà, lui a dit de ne pas faire, lui demandait de ne pas prendre ce risque parce qu'il pensait qu'il y avait de contamination ici intérieure, ce qui est vrai malheureusement. Hein, certaines personnes qui étaient enceintes pendant enfin ceux qui ont survécu en tout cas, et donc notamment les mères de famille futures, ont donné naissance à des enfants qui ont subi cela, des radiations. Mais bon, Miko en tant que Ibakusha, donc le terme qu'on donne aux survivants des bombes atomiques, etc., elle a dû porter cette souffrance intérieure, intime, psychologique, et au final, elle a quand même eu un enfant. Alors c'est là où ça devient lourdingue, c'est qu'on comprend qu'avec Christopher, ils ont eu donc une aventure très très intime. Elle était enceinte, le père est parti avec la fille et tout, attention, machin, et en fait, elle a quand même donné naissance à Akira, qui s'avère être ensuite un enfant adopté, qui est devenu chef, qui a jamais connu ses vrais parents, et Miko va souvent déjeuner là-bas, et elle lui a jamais dit, puis ensemble ils vont voir Akira, donc c'est à la fois une magnifique révélation et une souffrance aussi, pour un homme qui n'a jamais eu d'enfant à lui, parce que, comme je le disais dans le synopsis, la fille Sonia, avec qui il est souvent au téléphone, eh ben, il s'avère que c'est donc celle de sa défunte épouse, mais qu'elle a eu avant. Donc c'est terrible et touchant à la fois, parce que bon, et t'as l'impression que ça en fait un peu trop, parce que ça étire ce final où on sent quand même la nostalgie, la tristesse et à la fois la beauté du moment, donc de cette vérité là, et c'est
peut-être un peu le défaut du film qui veut trop en faire là-dessus sur la corde émotionnelle avec une musique qui est fort sympathique mais qui appuie aussi trop l'émotion. On est un peu dans ces poncifs habituels que je ne relevais pas il y a encore 3, 4, 5 ans. Mais là, ça commence un peu à me saouler parce que c'est toujours le même pattern. Et en fait, on n'a pas besoin de cela. Moi, j'ai découvert des films depuis, qui vont au-delà de cette idée-là et qui transcendent le pathos pour réussir encore plus à capter l'émotion. Ici, on n'y est pas tout à fait, quand bien même l'ensemble soit vraiment bien construit. Cette idée aussi du Covid, qui est une autre forme de contamination dont on peut se méfier avec certains préjugés, comme du coup ce qu'a pu subir la famille de Miko à Hiroshima avec les radiations. Donc il y a cette idée-là, d'idée de maladie aussi, puisque Christopher, on sent qu'il est sur la fin, il est malade. Et quand il retrouve Miko, elle a été malade du Covid, mais bon, ils vont quand même faire cette étreinte, qui est une étreinte passée. Le touch final, il est là. Mais d'ailleurs, ça aurait dû presque se terminer là, en fait. Le film aurait dû finir sur cette retrouvaille-là, voilà. En plus, il y a une magnifique mise en scène avant où, comme elle est malade, elle est un peu, elle se tient à distance et il la retrouve à travers la vitre et tout. Même que ça aurait été encore plus violent et triste de faire en sorte que le film se termine là et qu'il ne la revoie jamais physiquement. Mais bon, faut peut-être pas exagérer non plus parce que là, ça aurait été dans le misérabilisme émotionnel. Mais voilà, c'est peut-être que cette surfin sur Akira, le fils qui ne saura jamais qui sont ses vrais parents et en plus il les a en face là. Voilà. Et puis ça se termine évidemment sur un petit by night entre eux où il va chantonner quelque chose à Miko. On va finir sur un carpe diem. Quand bien même tout ceci n'a pas pu être possible, ils sont ensemble sur le moment présent. Donc profitons, surtout que la vie ne va pas être éternelle pour les deux, surtout pour Christopher, on le comprend. Je ferme la zone spoiler. Touch, nos étreintes passées. On aurait pu avoir un grand film là. On a au final un bon film vraiment qui va vous toucher, ça c'est clair. L'émotion est peut-être parfois un peu facile, mais elle est bien ficelée, elle est bien construite, il y a des belles scènes de cinéma, des belles scènes qui convoquent le passé, la mémoire, mais trop de bavardage, trop sur la fin, donc on étire la corde, je vais pas me répéter, mais c'est l'idée. Je vous renvoie à la zone spoiler pour ceci, bien sûr, et vous reviendrez peut-être l'écouter si vous voyez le film après avoir eu vent de ce podcast. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Je n'ai pas parlé de la performance des actrices et acteurs, mais c'est très convenable, même très touchant pour le personnage de Christopher âgé. On en parle en commentaire, et si, comme moi, vous avez trouvé ça un peu trop forcé, mais quand même c'est super bien, attention, je vais rester très positif, ou au contraire, si vous avez été totalement conquis, vous êtes libre évidemment de donner votre avis ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine, ciao!